Je m'appelle Pierre Marty, je suis chercheur au Léa. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la première présentation. Je regarde l'heure. On va parler on va faire un tour de table, on va faire une espèce de panorama pour introduire aussi les sujets qui vont venir. On rappelle que la flotte mondiale qui est représentée sur cette carte, elle est alimentée, alors j'ai pas le chiffre précis, mais en grosso modo, c'est 100% d'énergie fossile, hein. La seule variation notable qu'il y a eu ces dernières années, c'est le LNG, mais qui est aussi un carburant fossile. Donc voilà, on est à 99,999% de fossiles. Et l'objectif révisé de l'OMI, puisque l'année dernière, l'objectif n'était qu'une réduction de 50%. L'objectif révisé depuis l'été dernier, c'est d'arriver à la neutralité carbone, donc arriver à zéro CO2, plus ou moins des compensations, mais grosso modo, c'est zéro CO2 en juillet 2023. C'est la révision de la stratégie. Donc ça, c'est la stratégie OMI, Organisation mondiale maritime internationale. Euh, alors, il y a eu aussi des nouvelles lois qui ont été faites en Europe. L'Europe est assez pionnière sur le sujet, avec des engagements qui s'appellent notamment la Fuel EU maritime. Et donc ça, c'est entré en vigueur aussi en 2024. Et ça prévoit, par exemple, que à partir de 2030, on ne pourra plus utiliser le gazole comme combustible exclusif à bord des navires. Et à partir de 2030 et jusqu'en 2035, il faudra, si on veut utiliser du gazole comme combustible principal, il faudra le faire avec une hybridation qui soit vélique ou à batterie ou avec des biocarburants. Jusqu'en 2040, on pourra utiliser du GNL fossile, mais à condition de maîtriser les fuites de méthane. Et pendant tout ce temps, et jusqu'en 2050, il faudra une part croissante de biocarburants et de carburants de synthèse avec ce qu'on appelle une intensité carbone. Donc, on regarde le cycle de vie du carburant, une intensité carbone qui va être décroissante jusqu'en 2050. Et à noter aussi qu'à partir de 2030, les navires, à partir d'une certaine jauge, seront obligés de se raccorder à quai et donc couper leur moteur diesel dans les ports. Alors, il existe de multiples solutions pour décarboner, hein. On travaille sur pas mal de solutions dans le cluster. Il y a le triptyque classique que vous connaissez probablement, qui est sobriété, efficacité énergétique et énergie verte. Et donc, sur la sobriété, il y a notamment la réduction de vitesse et la réduction du trafic. Je vais passer très vite, hein, je vais me concentrer sur la suite de la présentation. Sur l'efficacité énergétique, on peut encore améliorer la forme des carènes. On peut trouver de nouvelles hélices. On peut améliorer l'aérodynamique. Donc ça, c'est pas une image de synthèse, hein, c'est un navire existant qui vient de sortir. Et donc, on met un déflecteur à l'avant pour réduire la traînée aérodynamique d'un porte-conteneur. On peut aussi faire des tapis de bulles d'air sous la coque pour réduire la traînée également. Et puis, on peut travailler sur le routage et les conconduites. Puis, en viennent les énergies vertes. Et donc, pour les énergies vertes, il y a le Vélic, alors qui aujourd'hui n'est pas vraiment pris en compte dans Fuel EU. D'accord ? Et puis nous, on va se concentrer lors de cette matinée, notamment sur les piles à combustible, l'électrification, les biocarburants et les carburants de synthèse. Alors j'en profite au passage pour présenter un petit peu le travail du GICAN. Je crois qu'il y a Timothée qui est dans la salle. Est-ce que tu peux te lever pour qu'on t'identifie? Donc voilà, on n'a pas eu le temps de vous réserver un créneau complet pour présenter les solutions, mais il y a tout un rapport qui a été fait par le GICAN qui présente des solutions existantes par des industriels français. Et donc il y en a plus d'une centaine. Et donc Timothée se tiendra à votre disposition pour vous présenter ça plus en détail. Alors, moi, je vais me concentrer sur les carburants de synthèse. Et donc, l'idée, c'est de partir d'électricité idéalement propre et d'arriver jusqu'à la propulsion marine. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. Alors, d'abord, il faut faire avec l'électricité, on va alimenter un électrolyseur. Si on lui donne de l'eau, il va nous sortir du dihydrogène. Ce dihydrogène, on peut l'utiliser directement à condition de le liquéfier ou de le cryogéniser. Sur les navires, ça va plutôt être cryogénique, donc le refroidir très fortement. Mais puisque c'est quand même contraignant, on peut décider de faire une étape de transformation en plus dans une usine et le transformer en ammoniac ou en méthanol. Ces trois carburants, H2, ammoniac, méthanol, on peut les brûler directement dans un moteur à combustion interne. Alors, il faudra l'adapter et ça va nous faire notre propulsion marine. On peut aussi décider d'utiliser des piles à combustible qui ont un meilleur rendement, mais par contre, elles ne produisent pas de l'énergie mécanique, elles produisent de l'énergie électrique et donc il faut passer par un moteur électrique.
Et on peut simplifier aussi toute la chaîne et passer directement avec l'électricité propre, utiliser des batteries qui alimentent un moteur électrique et faire de la propulsion maritime. Alors, plus la chaîne est longue, plus elle va être inefficace d'un point de vue énergétique, mais elle peut présenter des avantages en termes de sécurité, en termes de densité, etc. Là, je vous ai présenté quelques rendements globaux. Et donc, vous voyez que, par exemple, la chaîne électrique est la plus intéressante d'un point de vue énergétique. Par contre, voilà, elle va présenter d'autres inconvénients qu'on va voir par la suite. Alors, synthèse du dihydrogène et du méthanol. Donc, le dihydrogène, on l'a dit, c'est avec de l'électrolyse. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas de carbone. Donc, quand on le brûle, il n'y a pas d'émission de CO2. Son inconvénient, c'est qu'il est liquide qu'à moins 253 degrés, qu'il fuit très facilement et que quand il brûle, il fait des flammes invisibles. Donc, en termes de sécurité, c'est délicat. On peut décider de le transformer en méthanol en capturant du CO2. Donc, on va rajouter un carbone là-dedans. Par contre, ce carbone, il ne faut pas qu'il soit fossile, sinon on revient sur le problème classique. Et l'avantage du méthanol, c'est qu'il est liquide à conditions ambiantes. Par contre, voilà, il émet du CO2. Il va donc probablement plus cher. On peut faire de l'ammoniac aussi, donc c'est NH3, il n'y a pas de carbone, c'est un de ses avantages. Et par contre, son inconvénient, c'est qu'il est toxique. Je vais passer très vite. Je vous rappelle avec cette slide que le gros des émissions, c'est fait par peu de navires, mais c'est fait par les gros navires. Voilà. Donc il y a une immense flotte, hein, c'est des centaines de milliers de navires commerciaux qui naviguent sur les océans, mais il y a quelques milliers de navires qui émettent le gros des émissions. Et donc moi, je me suis intéressé à un des plus gros navires dans le monde et j'ai essayé de voir comment ce navire, on pouvait changer son combustible. Donc c'est un des plus gros navires du monde, il s'appelle le Champs-Élysées CMA-CGM, il est propulsé au GNL et au fuel et il peut transporter 23 000 boîtes, donc les petites boîtes, pas les grandes que vous voyez là. Donc voici ses plans. Donc là, vous avez le réservoir de LNG, il fait 400 mètres de long. Vous avez le moteur principal ici. Donc le réservoir de l'LNG, je l'ai représenté par un cube pour simplifier. Donc c'est vraiment un cube, c'est-à-dire que la dimension qu'on ne voit pas, c'est la même longueur que le côté là, que les côtés ici. Ici, donc vous avez le réservoir de fuel de cette dimension-là, et vous avez le moteur là qui fait 63 MW, donc 1400 Twingo. Et là, je vous ai rajouté un objet que vous connaissez bien pour la dimension. Est-ce que vous le reconnaissez? Non? Quelqu'un a une idée? Ouais, c'est le bâtiment dans lequel on est, c'est le bâtiment S. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu la dimension de ces navires. Et donc, ce navire, voilà, il consomme cette quantité de carburant là pour faire un trajet, un aller-retour de Corée du Sud, Busan. Il passe par le canal, enfin, il passait par le canal de Suez, maintenant il passe plus par le canal du Suez, mais il allait à Hambourg et il revenait. Et donc, il faisait tout cet aller-retour, il consommait cette quantité de carburant-là. Donc, à peu près la moitié de sa cuve de GNL et quasiment la totalité de sa cuve de fuel. Si on décide de remplacer ça par du 100% HFO, voici le volume qu'il faut en HFO. Voilà. Si on décide de remplacer ça par de l'hydrogène, voilà la quantité qu'il faut. Si on décide de remplacer ça par de l'ammoniac, voilà la nouvelle quantité. Pour le méthanol, voilà pour le méthanol. Alors, par contre, dans mon étude, j'ai de nombreuses limites. Bon, déjà, c'est des calculs très rapides, très préliminaires, donc il faudra prendre ça avec des pincettes. J'ai fait grosso modo des règles de 3, mais je les ai faites hier à 17 h, donc il y a peut-être des erreurs. Je n'ai pas considéré la variation de rendement entre les différents transformateurs. J'ai considéré un rendement fixe pour le moteur à combustion interne. Je n'ai pas considéré la consommation des auxiliaires, donc là, je vais la rajouter par la suite, que je l'estime à 15%. Et je n'ai pas considéré l'impact sur la masse du navire. Là, j'ai représenté que les volumes. Et alors, grosse hypothèse aussi, j'ai négligé les infrastructures de stockage. C'est-à-dire que et c'est une grosse hypothèse, puisque par exemple, sur l'hydrogène, on considère que ça peut être un facteur 2 entre le volume de liquide et le volume de la cuve, plus de tous les appendices, plus des appareils de sécurité, plus les évaporateurs, etc., etc. Donc c'est une grosse hypothèse, mais là, comme je n'ai pas de données fiables, je vais être obligé de la faire. Je vais m'intéresser à la pile à combustible. Donc là, j'ai pris des valeurs que j'ai trouvées pour une Toyota Mirai. Donc c'est une voiture qui est en circulation. Et vous voyez les densités
volumique et massique de cette pile combustible au cours du temps, donc de 2002 à 2021. Donc, vous voyez notamment au passage les progrès qui ont été faits. Voilà. Donc, je vais utiliser les densités qui sont ici pour mes calculs. Et je vais utiliser des batteries de Tesla pour faire un calcul avec des batteries. Alors, à noter que ce navire-là est un navire existant. Alors, il n'utilise pas des batteries de Tesla, mais il utilise des conteneurs, des conteneurs de batterie. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut enlever le conteneur à quai et on met un nouveau conteneur de batterie directement rempli. Donc là, en vitesse de recharge, c'est du temps masqué, si je puis dire. Et donc, c'est un petit porte-conteneur, hein, puisqu'il transporte que 700 conteneurs. Mais c'est l'intérêt, c'est qu'il va sur la rivière, il va de Wuhan à Shanghai. Et donc, il fait presque 1000 km de long. Et les batteries sont d'une capacité de 50 000 kWh. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 1000 Zoé. Alors, j'ai refait les calculs. Alors, sur les combustibles liquides, vous n'allez pas voir grande différence parce qu'en fait, j'ai mis plus 15% pour les auxiliaires. Mais comme la pile à combustible a un meilleur rendement, finalement, on a quasiment le même volume. Donc là, je repasse sur le HFO, je repasse sur la PAC. Alors, donc la PAC, cette fois-ci, je mets l'hydrogène avec une PAC, je mets l'ammoniac avec une PAC, je mets le méthanol avec une PAC, et puis là, je mets la batterie. Donc voilà, la batterie, on voit que ça commence à prendre un volume assez important, mais peut-être raisonnable. Et puis, on voit l'impact sur la masse. Alors là, c'est la masse en pourcentage de la capacité d'emport. Donc, c'est la capacité utile de transport du navire. Et donc là, on voit que si on voulait faire tout ce trajet-là avec des batteries, il resterait plus que 17% de la masse utile pour transporter des conteneurs. Donc là, on a un problème. Toujours est-il que voilà, si on regarde un peu l'avenir et qu'on se projette sur le temps long, puisque la décarbonation, c'est un travail de longue haleine, qui va nous amener jusqu'en 2050. Ça, c'est la batterie d'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai montré juste à l'instant. On peut penser que les batteries vont faire des progrès. Elles vont peut-être avoir une densité massique qui sera multipliée par 2 d'ici 2050. Ce n'est pas une hypothèse fantaisiste. On peut aussi faire une route plus courte, puisque vous vous souvenez, on fait un aller-retour. Donc on pourrait peut-être s'arrêter, faire des étapes. Et puis on peut rajouter aussi de l'efficacité énergétique sur la carène, sur l'hélice. On peut rajouter de l'assistance vélique aussi. Et on peut naviguer moins vite. Donc j'ai fait une hypothèse, j'ai fait plusieurs hypothèses, et donc j'ai considéré, voilà, la batterie du futur, voilà, peut-être qu'elle fera finalement que cette dimension-là, et l'impact sur la masse ne sera que de plus de 2,4%, ce qui me semble acceptable. Donc avec cette présentation, donc c'est des calculs très préliminaires, hein, donc il faudra tout vérifier, mais avec cette présentation, ce que j'essaie de montrer, c'est que la batterie, ça sera peut-être une solution sur le long terme, et ça pourra peut-être décarboner même les plus grands navires du monde. Mais pour le temps présent, ça va plutôt être les combustibles, les nouveaux combustibles, donc les e-carburants et les biocarburants qui vont l'emporter. Et donc là, je vous montre juste, pour finir, c'est le carnet de commandes des nouveaux navires, notamment en Chine et en Corée du Sud, et les nouveaux types de carburants qu'ils utilisent. Donc, vous avez les différentes années, 2020, 21, 22, 23. Vous avez les carburants traditionnels, c'est les barres grises, là. Donc, vous voyez que ça fluctue pas mal, mais ça semble se réduire. Et vous voyez qu'on utilisait beaucoup de GNL, enfin, il y avait une part assez importante de GNL, et c'est en train de se réduire au profit du méthanol en ce moment. Voilà, donc la tendance serait au méthanol sur les carnets de commandes. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci.